Nous sommes au musée de l'air et de l'espace devant un ouragan. Nous sommes juste après la Seconde Guerre mondiale et c'est donc le début des avions à réaction. Pour en parler, Luc Berger, vous êtes historien. Alors, quelle est l'histoire de cet ouragan? Alors à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a une nouvelle technologie qui est apparue, qui est le moteur à réaction. Alors le moteur à réaction avait déjà été un petit peu essayé avant la Seconde Guerre mondiale, mais il a connu de vrais développements et des applications, notamment en Allemagne et un petit peu en Angleterre, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quand Marcel Dassault reprend l'aviation après la Seconde Guerre mondiale, il est très au courant de ce qui s'est passé et il sent bien que cette nouvelle technologie va révolutionner l'aviation. Donc il veut absolument rentrer dans ce domaine. Il n'est pas le seul, puisqu'en France, il y a d'autres sociétés qui ont la même idée. Et donc il y a des concours qui sont lancés, sauf que les autres sociétés qui essayent de faire des avions ont des projets extrêmement ambitieux. Ils veulent faire des gros avions avec de gros réacteurs. Or, la France ne maîtrise pas encore très bien cette nouvelle technologie. Ce que fait Marcel Dassault est un réaliste. Il dit voilà, je vais prendre un moteur qui existe, un moteur anglais, un Rolls-Royce Nene, et autour de ce moteur, je vais faire le plus petit avion possible parce que je sais que la France n'a pas beaucoup de moyens. Donc il fait un petit avion de chasse, un petit chasseur avec 4 canons de 20 mm pour chasser donc des avions ennemis, et il fait l'avion le plus ramassé possible, donc l'avion que vous avez derrière vous, l'Ouragan, qui fait son premier vol en février 1949, il y a donc 70 ans. C'est le premier avion à réaction de chasse dans l'armée française, c'est ça? L'Ouragan est le premier avion de combat à réaction français à équiper l'armée de l'air française. L'armée de l'air française était déjà équipée d'avions. Les chercheurs de Dassault s'engagent dans la même technique des réacteurs verticaux. L'avionneur décide de réutiliser le premier prototype du Mirage 3 pour tester son concept. Profondément modifié, il reçoit 8 réacteurs Rolls-Royce d'une tonne de poussée chacun, dont la prise d'air se fait à travers des trappes localisées sur le fuselage. Un réacteur classique assure par ailleurs la propulsion horizontale du nouveau Balzac 5. En mars 63, le pilote d'essai René Bigan réussit un vol complet avec atterrissage et décollage verticaux. L'équilibre précaire d'un tel vol en fait un exploit très dangereux. L'année suivante, un autre pilote meurt lors d'un essai près du sol. Dassault accélère donc le projet du Mirage 3V qu'il étudiait en parallèle. Plus gros que le Balzac, il est aussi plus puissant. Jean-Marie Saget commande son premier vol le 12 février 1965. Un second prototype, allégé par l'emploi de matériaux modernes et mieux conçus, démontre alors une vitesse maximale de Mach 2. Il s'écrasera malheureusement 3 mois plus tard. Cet échec dissuade les militaires de poursuivre le programme. Ils reprochent aussi la faible portée de ce type d'appareil, incapable de dépasser 500 km de distance. Même si le Mirage 3V n'a pas vécu la carrière du Harrier britannique, ses performances supérieures justifient une grande place dans l'histoire des avions expérimentaux de Dassault. L'avion le plus performant, le plus rapide et le plus efficace en opération. C'est alors qu'en 1965, l'état-major français de l'armée de l'air, déjà fort de leurs Mirage 3 et Mirage 4, souhaite la conception d'un intercepteur expérimental à géométrie variable et ayant aussi la capacité d'emporter une charge nucléaire. Cet avion devra être basé sur le modèle du Mirage F2 et notamment de son moteur Pratt & Whitney TF306 américain. Ce moteur étant produit sous licence par la SNECMA. A cette époque, Dassault travaille déjà sur les ADAV, appareils à décollage et atterrissage verticaux, avec notamment le Mirage 3.5 Balzac. Malgré cela, Dassault relève le défi de concevoir et fabriquer un tel appareil. Il deviendra le Mirage 3G, G pour géométrique. Les bureaux de conception de Dassault commencent donc leur premier dessin à partir des travaux issus du Mirage F2. Le Mirage 3G reprendra la même cellule et le même réacteur TF306 que celui-ci. Le premier prototype verra le jour en 1966 grâce à la récupération de nombreux composants issus du F2. En novembre de la même année, il effectue son premier vol avec l'aile inclinée à 20 degrés. Et seulement 3 semaines plus tard, Jean Coureau atteint Mach 2,1 avec une aile inclinée à 70 degrés, soit l'inclinaison maximale de l'aile. Malgré Bienvenue à bord du North American F-100, aussi appelé Super Sabre.
pense que beaucoup de monde ne connaît pas le F100, le super sabre, car en réalité, il se fait un peu piquer la vedette par son grand frère, le F86 sabre, alors qu'en fait, le super sabre, c'est vraiment une immense évolution par rapport au sabre classique. Durant cette période, dans les années 50-60, et même pas mal de décennies après, les progrès en aéronautique étaient extrêmement rapides. Et pour vous dire, le F86, donc son grand frère, avait fait son premier vol en 1947 et a été introduit en 1949. Le Super Sabre a fait son premier vol en 1953 et a été introduit en 1954. Donc le F86 avait entre guillemets son héritier juste 5 ans après sa mise en activité dans l'armée. Le Super Sabre, c'est vraiment un avion très important, disons dans l'évolution de l'armée américaine. Il faut savoir que c'est le premier chasseur américain à être capable de dépasser le mur du son en niveau de vol. C'est-à-dire qu'il était capable d'atteindre le Mach 1.3. All right, folks. Just on the takeoff roll, nice and low and fast, is Jerry Connolly of the De Havilland Vampire. United States Air Force veteran and an aerospace engineer with over 37 years of experience. Jet-type ratings in multiple jet fighters. Jerry's greatest hope, though, is that he be known as a man after God's own heart. 500 pounds of thrust. Look at how low he likes to get to the ground, giving us a great look at the top side of the Vampire. What a beautiful, beautiful paint job on that airplane. Of World War II. This was a pure fighter, folks, carrying a Ford 20mm Hispano cannon that were manually sighted and two 500-pound bombs coming in from behind us now. James Connolly in the Vampire. Airport soon after. Watch now as Jerry Connolly flies the Vampire through a full 360-degree roll right in front of us. Into the knife edge. 2 to inverted. And now 3 to knife edge. And 4 back up. And a nicely executed 4-point hesitation roll by Jerry Connolly in the Vampire. Another great side-range pass by Jerry in the Vampire. Forward of Hornet demo. CH-115 That would be amazing. Show grab. Vampire. Cut. T-33 flight, come on in, no closer than 3 miles, anticipate no delay though, he's just about to begin his last pass. Finally, and the Vampire, 40 jet aircraft. Still lots of watch there to come. Your Canadian Forces Skyhawk